Les bougies n'avaient pas encore été allumées quand Martha les entendit. Elle ne savait pas, à cet instant, ce que la soirée allait coûter. Si elle avait su, elle serait entrée dans cette salle à manger de la même façon. Elle aurait posé le pichet d'eau avec les mêmes mains assurées. Elle aurait gardé le même léger sourire obligeant sur son visage, pendant que les mots tombaient autour d'elle, comme des pièces de monnaie sur de la pierre. Elle l'aurait fait, car elle avait appris il y a longtemps que la chose la plus utile pour une femme sans attrait dans une grande maison, c'était d'être un meuble. Un meuble observe tout, et n'est jamais blâmé pour rien. Le dîner avait été organisé en l'honneur des cousins prussiens du duc. Ils étaient arrivés de Hambourg 3 jours avant la date indiquée sur leur lettre, le 23 septembre. C'était le dernier jour avant que les avocats ne déposent les documents de substitution, et que la question de la succession d'Ashford Park n'échappe définitivement à la famille. 3 jours en avance. Martha l'avait noté dans le grand livre de la maison au moment où la calèche avait franchi le portail, avec la même précision tranquille qu'elle mettait en toute chose. Un fait catalogué, classé, en attendant le moment où il aurait de l'importance. Le duc Emeric Ashford n'était pas descendu pour les accueillir lui-même. Il avait envoyé son intendant à la place, ce qui était un message en soi. Et Martha avait observé depuis le palier supérieur, pendant que ses cousins inspectaient le hall d'entrée. Avec l'évaluation franche d'homme, qui calcule la valeur d'une maison une fois dépouillée de tout, elle était sa pupille. C'était le mot qu'utilisait la maisonnée. Un mot qui signifiait un statut incertain, dépendant d'une bienveillance continue, et pas tout à fait de la famille. Son père avait été l'intendant des terres du duc, ce qui était aussi un mot pour dire intelligent, digne de confiance, et mort. Mort 3 ans plus tôt, d'une fièvre qui n'aurait pas dû l'emporter. Le duc l'avait gardé. Il l'avait gardé dans le sens où il ne lui avait pas demandé de partir. Et elle s'était rendue si utile que la question de ce qu'elle était exactement n'avait jamais exigé de réponse. Elle tenait les comptes de la maison. Elle correspondait avec les avocats quand le duc trouvait leurs lettres fastidieuses. À 2 reprises, elle avait relevé des erreurs dans la gestion du domaine. Des erreurs qui auraient coûté à Ashford Park bien plus que sa chambre et son modeste salaire. Et les 2 fois, elle avait apporté les chiffres corrigés à Emeric Ashford, le visage parfaitement composé, sans jamais mentionner qu'elle les avait trouvés. Elle ne pensait pas qu'il savait qu'elle parlait allemand. La plupart des gens l'ignoraient. Son père le lui avait appris. Ils étudiaient de vieux textes agricoles les soirs d'hiver, près du feu. Ils disaient que les meilleurs traités sur le drainage étaient écrits en allemand, et qu'un homme qui ne pouvait pas lire l'allemand était à moitié aveugle dans ses propres champs. Elle avait 12 ans. À 14 ans, elle traduisait déjà sa correspondance pour lui. Elle avait gardé cette habitude et cette langue discrètement, comme elle gardait la plupart des choses qui lui appartenaient. À l'intérieur, sans rien en montrer, disponible en cas de besoin. Elle portait le pichet d'eau le long du buffet quand le cousin aîné, dont le nom était baron Ruprecht, dit au plus jeune en allemand « Eh bien, au moins maintenant nous savons où est passé l'argent. » Il la regardait droit dans les yeux en le disant. Il avait la certitude confortable d'un homme qui n'a jamais été surpris de sa vie. Le plus jeune cousin rit, un son doux et complice, le rire d'un homme qui est d'accord. Martha garda le sourire sur son visage et déplaça le pichet vers le verre suivant. Le plus jeune, elle l'avait entendu appeler Friedrich, dit dans la même langue, un peu plus bas, mais pas assez bas du tout. « Tu penses qu'elle comprend ce que nous disons? Elle a l'air de quelqu'un qui pourrait. » Le regard de Ruprecht glissa sur son visage avec l'indolence d'un homme examinant du papier peint. « Non, dit-il, elle comprend qu'elle est ici pour verser de l'eau et être reconnaissante. Ce genre de personne, ajouta-t-il, le comprend toujours. » Les bougies captaient la lumière du buffet et la projetaient sur le plafond à caisson dans une lueur chaude et instable. Martha entendit la porte s'ouvrir à l'autre bout de la pièce. Elle entendit le bruit des pas d'Emeric Ashford, qu'elle reconnut. Chell reconnaissait la plupart des choses dans cette maison. C'était le pas délibéré et mesuré d'un homme qui s'est ressaisi en descendant les escaliers. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait jamais besoin. Elle l'avait déjà vu gérer des hommes difficiles. Il les gérait comme il gérait tout, en se déplaçant 2 fois moins vite qu'il ne s'y attendait, en disant moins que ce à quoi il s'était préparé, en donnant soudain l'impression que la pièce était plus petite, sans paraître en occuper plus d'espace. Il avait 37 ans. Son visage était grave depuis qu'elle le connaissait, ce qui remontait à longtemps. Ses mains n'étaient pas des mains de duc, c'étaient les mains d'un homme qui avait passé une partie importante de sa vie à faire des choses avec, et qui n'avait jamais vu de raison d'arrêter.
Elle s'était surprise à regarder ses mains précisément 2 fois. Elle avait classé cette observation dans les choses qui ne lui étaient pas utiles, et s'était efforcée de ne pas y revenir. Elle n'y était pas tout à fait parvenue. Il prit sa place en bout de table. Les cousins s'installèrent avec la grâce exercée d'hommes qui avaient assisté à des dîners toute leur vie, ce qui était différent de la grâce des hommes qui sont à l'aise. Et Martha avait appris très tôt à faire la différence. Ruprecht, qui jouait l'expansivité, écarta les mains et dit en allemand, toujours en allemand, comme si la question de la femme au pichet d'eau était entièrement réglée, que la maison était en meilleur état qu'il ne l'avait imaginé. Il dit « imaginer » avec une insistance particulière qui faisait que « imaginer » signifiait « craint » et « craint » signifiait « espérer ». Elle avait immédiatement saisi cette nuance. Emmerich déplia sa serviette. Il ne l'avait pas regardée. C'était inhabituel. D'habitude, il levait les yeux quand elle entrait dans une pièce. Une habitude qu'elle ne s'était jamais autorisée à analyser. Ce soir, il gardait les yeux fixés sur la table, avec la concentration d'un homme gérant en privé quelque chose qu'il ne laisserait pas paraître sur son visage. Elle passa au vers suivant. Friedrich parlait maintenant de la question de la substitution, de la date, des dispositions légales selon lesquelles un duc sans héritier pouvait voir le domaine passer à la lignée masculine la plus proche. C'était un discours long et technique pour un dîner. Ce qui signifiait que ce n'était pas du tout un discours de dîner, mais une négociation déguisée en couvert. Elle avait déjà entendu ce langage, sur un autre ton. C'était le langage des hommes qui avaient fait leur compte et qui arrivaient en avance pour s'assurer que les chiffres tenaient la route. Ruprecht rit doucement à quelque chose que Friedrich dit, puis, inclinant la tête vers le buffet sans se retourner pour regarder, le geste d'un homme indiquant une lampe ou une chaise. Il dit en allemand, calmement et facilement, « La jeune fille doit coûter quelque chose, je suppose. Une pupille, comme ils disent. Une œuvre de charité, plus précisément. Ce sera l'une des premières choses à régler. » Martha posa le pichet d'eau. Elle lissa le devant de sa robe, une habitude qu'elle avait quand elle s'achetait une demi-seconde. Puis elle leva les yeux vers les cousins avec le petit sourire composé, sans aucune hâte, qu'elle portait depuis 20 minutes. Et elle dit en allemand, dans le même ton de conversation qu'ils avaient utilisé, « Je vous demande pardon. Le pichet est vide. Je vais le faire remplir. » Le silence fut remarquable. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle n'avait pas changé d'expression. Elle leur avait offert précisément les mêmes syllabes qu'elle aurait offertes en anglais, avec le même ton doux et le même angle de tête. Et l'effet fut celui d'une phrase se terminant plusieurs centimètres derrière l'endroit où il s'attendait à ce qu'elle se termine. La main de Ruprecht s'immobilisa sur la table. Le verre de Friedrich, à moitié levé, fut arrêté en l'air. Emmerich leva les yeux. Elle n'avait pas prévu de le regarder à ce moment-là. Elle avait l'intention de prendre le pichet et de partir. Mais l'attraction de son visage à cet instant précis était plus forte que ce qu'elle avait prévu. Et elle surprit son expression juste avant qu'il ne la compose. Une demi-seconde d'inattention, où elle vit quelque chose pour lequel elle n'avait pas encore de nom. Seulement que ce n'était pas de la consternation, ni de l'embarras. Et ce n'était rien de ce qu'elle avait vu sur son visage auparavant. Elle quitta la pièce avant que quiconque ne parle. Dans le couloir de service, elle se tint debout avec le pichet vide. Elle respira par le nez et compta, ce qu'elle faisait quand elle avait besoin de garder son calme. Elle compta jusqu'à 14 avant d'entendre les pas. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la suive. Il était veuf depuis 2 ans. La duchesse était morte d'un coup de froid qui s'était transformé en quelque chose que le médecin ne pouvait nommer. Et la maison était très silencieuse depuis. De cette manière spécifique dont une maison devient silencieuse lorsque le silence est une présence plutôt qu'une absence. Il n'y avait eu aucune annonce d'une intention de se remarier. Il n'y avait eu aucune annonce de quoi que ce soit. Il avait géré le domaine, était resté grave et avait gardé ses pensées pour lui. Et 3 mois plus tôt, il lui avait dit que les cousins arriveraient le 23, que la substitution serait effective si rien ne changeait d'ici là, et qu'il apprécierait sa gestion de la maison pendant leur visite. Elle avait dit « Bien sûr, votre grâce », s'était retirée et n'y avait plus pensé, ce qui était entièrement faux. Il tourna au coin du couloir et s'arrêta à environ 1,20 m d'elle. C'était la distance d'un homme qui est prudent. « Mademoiselle Voss », dit-il. Elle attendit. Il dit « Je vous dois des excuses ». Elle regarda le pichet. « Non », dit-elle. Il dit « J'aurais dû leur dire. J'aurais dû être clair. Vous n'auriez pas dû leur permettre de parler ainsi à votre table. » Elle le dit sans chaleur. Sa voix était égale,
Ce qui la surprit, car ce qu'elle ressentait à l'intérieur n'était pas précisément égal. Mais elle avait géré cette distance toute sa vie. « Oui, dit-elle, une petite correction. Vous me deviez cela, l'avertissement, pas la correction. Je peux m'occuper de la correction moi-même. » Il y eut une pause. Elle s'était attendue, pour être honnête, à une sorte de dignité raidie. Le repli d'un homme à qui l'on rappelle qu'il est un duc et qu'elle est un meuble qui a répondu. Ce ne fut pas ce qui vint. Ce qui vint fut la plus brève, la plus infime altération au coin de sa bouche. Pas tout à fait un sourire, plutôt le précurseur musculaire d'un sourire. Il le réprima. Ses mains étaient le long de son corps. Il dit « Oui, je vois ça. Vous l'avez vu il y a une demi-heure, dit-elle, et elle emporta le pichet dans le couloir. Il la laissa partir. Elle ne s'y attendait pas non plus. Le dîner se termina sans autre incident notable, et Martha passa la journée suivante sur les comptes du domaine, avec la sensation d'une femme qui a tiré sur un fil lâche et qui n'a pas encore établi quelle partie du vêtement va se défaire. Les cousins avaient été cordiaux avec elle au petit déjeuner. C'était une forme de courtoisie très spécifique. La courtoisie d'hommes qui ont été surpris et qui rassemblent maintenant des informations. Ruprecht avait tenté à 2 reprises de l'entraîner dans une conversation sur la position de son père et les termes de la disposition du défunt duc. C'était la courtoisie d'un homme qui évalue la taille de l'obstacle. Elle lui avait répondu en anglais, simplement et sans développer, et était retournée au compte. Les comptes étaient à ce moment-là une source considérable de préoccupations privées. Elle l'avait remarqué 6 semaines plus tôt, une série d'entrées dans les contrats de bois qui ne correspondaient pas au registre de livraison, espacées à des intervalles qui suggéraient une intention plutôt qu'une erreur. De petites sommes individuellement, additionnées sur les 3 ans depuis la mort de la défunte duchesse, pas petites du tout. Elle avait revérifié les registres 2 fois, puis une 3e fois. Elle n'avait rien dit. Elle avait la preuve, de sa propre main, dans son propre registre, qu'elle tenait séparé des livres du domaine. Et elle n'avait rien dit, parce que le nom au bas des contrats de bois était celui de l'intendant du domaine, M. Hartwell, qui était à Ashford Park depuis 11 ans et à qui l'on confiait tout. Elle accusait un intendant de confiance de détournement de fonds sur la base d'une tendance dans un livre de comptes, sans une 2e voix et sans documentation qu'elle pourrait présenter à un tiers et désigner en termes clairs, était une chose qui tournerait mal de plusieurs manières distinctes, aucune en sa faveur. Elle avait attendu. La question de ce qu'elle attendait était devenue, au cours des 6 semaines, quelque peu compliquée par le 23 septembre et l'arrivée des cousins. Car si la substitution était effective et que les cousins héritaient, la personne qui avait le plus à perdre d'une révélation sur les comptes du bois ne serait plus sous ce toit. Et poursuivre l'affaire par la suite serait beaucoup plus difficile. Elle travaillait donc contre une horloge qu'elle n'avait pas réglée. Elle n'avait rien dit à Emmerich. Elle ne pouvait pas entièrement se le justifier. Elle s'était dit que c'était parce qu'elle avait besoin de plus de preuves avant de les lui présenter. Elle s'était aussi dit que c'était parce qu'une pupille qui accuse l'intendant du duc de vol est une pupille qui a pris une très grosse pierre et s'apprête à la jeter dans un très petit étang. Et il n'y avait aucun moyen de prédire où toute l'eau allait atterrir. Ces 2 choses étaient vraies. Aucune d'elles n'était toute la vérité, et elle le savait. Et elle avait classé le reste au même endroit où elle avait classé l'observation sur ses mains, et s'était efforcée de le laisser là. Hartwell entra dans le bureau du domaine ce matin-là, à 9 heures, avec une série de factures et son attitude habituelle. C'était l'attitude d'un homme à l'aise avec sa propre fiabilité, de la manière dont seul un homme très sûr de lui ou un trompeur très expérimenté peut l'être. Il n'était pas vieux, il avait peut-être 40 ans, avec les mouvements légers et prudents d'un homme qui avait appris à se faire discret. Et un sourire qui apparaissait et disparaissait avec la régularité d'une horloge, celle d'un homme qui en contrôle le timing. Il posa les factures sur le coin de son bureau. Il dit « Les contrats de bois d'automne, mademoiselle Voss, si vous voulez bien vérifier les chiffres. » Elle regarda les factures. Elle regarda Hartwell. Elle dit agréablement « Merci, Hartwell, je m'en occupe. » Il attendit un instant de plus que la tâche ne l'exigeait. Elle en était consciente, et consciente qu'il était conscient de sa conscience, et que c'était une chose qu'il faisait exprès. Mesurant à quel point elle était assise immobile, ce que faisaient ses mains, si les factures avaient produit une quelconque altération sur son visage. Elle était habituée à l'immobilité. Elle la pratiquait depuis l'âge de 12 ans. Elle ne lui donna rien. Il partit. Elle posa sa main à plat sur les factures et resta très silencieuse un moment.
Puis elle ouvrit le tiroir inférieur du bureau, sortit son propre registre et compara les chiffres. Son écriture était petite et précise, conçue pour l'exactitude, la main de son père en miniature. Le chiffre sur la nouvelle facture était de 300 livres au-dessus du taux contractuel, ajusté dans la colonne de description avec une note citant une « prime de qualité ». C'était un terme qui n'apparaissait dans aucun contrat précédent et n'avait aucune source autorisée. Ce n'était pas une erreur. Elle resta avec cette connaissance le temps de 4 respirations comptées. Puis elle fit ce qu'elle faisait toujours avec les choses sur lesquelles elle ne pouvait pas agir immédiatement. Elle le documenta dans son registre avec la date et le numéro de facture. Et elle remit le registre à sa place et pensa aux témoins. Elle n'en avait pas encore assez pour un dossier clair. Elle avait une tendance, un dépassement clair et une série de registres de livraison dans sa propre mémoire qu'elle n'avait pas encore pu vérifier auprès d'une deuxième source. Elle avait besoin des reçus de livraison originaux qui étaient classés dans le bureau de Hartwell. Et elle avait besoin d'y accéder à l'insu de Hartwell. Et elle avait besoin de quelqu'un d'autre dans la pièce quand elle ferait la comparaison. Car la parole d'une pupille contre celle d'un intendant de 11 ans d'expérience, sans témoin, valait précisément ce que son père aurait appelé l'arithmétique de la crédibilité. Dans une maison où aucune des parties n'est au-dessus de tout soupçon. Elle n'avait jamais dit à Emmerich qu'elle tenait un second registre. C'était, pensa-t-elle, une conversation qui allait être difficile à avoir. Elle alla le trouver. Il était dans la bibliothèque, là où il allait quand il réfléchissait. Ce qui signifiait qu'elle le dérangeait rarement là-bas. Elle frappa. Il dit « Entrez », sans lever les yeux du document sur son bureau. C'était son habitude avec Hartwell, les valets de pied et les divers fonctionnaires qui lui apportaient des choses. Et puis il leva les yeux, et son expression changea de la manière dont elle avait remarqué qu'elle changeait dernièrement. C'est-à-dire qu'elle faisait quelque chose de légèrement plus complexe qu'avant. Comme si cela demandait plus de gestion. « J'ai besoin de vous parler », dit-elle. Et puis, parce qu'elle ne croyait pas au préambule quand le sujet était sérieux, elle posa son registre sur le bureau devant lui et l'ouvrit à la page où commençaient les entrées sur le bois. Il regarda le registre. Il la regarda. Il regarda de nouveau le registre. Son visage passa par plusieurs expressions, en succession rapide, et se figea dans une immobilité qui n'était pas la même chose que le vide. C'était l'immobilité d'un homme qui lit rapidement, précisément, et qui n'est pas encore prêt à en révéler les résultats. « Vous avez tenu ça, dit-il. Depuis combien de temps ? 3 ans, dit-elle. Depuis que les contrats de votre père ont été renouvelés après la mort de la duchesse. Je suis désolé de ne pas l'avoir apporté plus tôt. Je voulais plus qu'une simple tendance. » Il tourna une page. Il comptait. Elle pouvait le dire à l'angle de ses yeux qui descendaient les colonnes. Il tourna une autre page. « La facture récente, dit-elle, est sur le bureau dans mon bureau. Celle-là n'est pas une tendance. C'est une surcharge documentée sur un chiffre que je peux vérifier par rapport au taux contractuel. » Il ferma le registre. Il posa ses 2 mains à plat dessus, dans la posture d'un homme qui prend une prise physique sur quelque chose. « Combien ?» dit-il. « Sur 3 ans, dit-elle. 4200 livres environ. Je peux être plus précise si j'ai accès aux reçus de livraison originaux dans les dossiers de Hartwell. » Il resta silencieux pendant 7 secondes. Elle les compta. Il dit « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?»« Parce que, dit-elle, je suis la pupille de cette maison, et Hartwell est ici depuis 11 ans, et j'avais besoin d'être certaine. Une femme qui porte une accusation qu'elle ne peut pas prouver n'est pas crue. Une femme qui apporte une tendance, un registre, et 3 ans de chiffres documentés pourrait l'être. J'attendais d'être assez certaine. Cela vous a coûté ?» dit-il. « D'attendre ? Oui, dit-elle. Il se leva. Il était plus grand quand il se levait, ce qui la frappait toujours brièvement, et qu'elle mettait toujours de côté. Il dit « Je vous dois plus que des excuses. » Elle dit « Vous me devez l'accès au registre de livraison, et 2 ou 3 témoins avant le 23. » Il faillit sourire. C'était le plus près qu'elle l'ait jamais vu en venir, les muscles autour de sa bouche faisant ce qu'il faisait, et cette fois ne se rétractant pas tout à fait complètement. Il dit « Le 23. Les cousins, dit-elle, déposeront la substitution si le domaine est intact. Si les comptes du domaine sont trouvés dans un certain type de désordre. » Elle laissa cela en suspens. Il compléta la pensée, et elle le regarda la compléter, et elle regarda ce qu'il lui en coûta de la compléter. C'est-à-dire que ses mains à plat sur le bureau se transformèrent très brièvement en poings, puis s'ouvrirent à nouveau. « Hartwell, dit-il. »« Je le crois, dit-elle.
Je crois qu'il a été très prudent et très patient, et je crois qu'il a observé si vous vous remarieriez. Car si le domaine sort de votre lignée, les nouveaux héritiers examineront les comptes, et les nouveaux héritiers ne le connaissent pas. Et un homme qui gère une fraude ne craint rien de plus qu'un regard neuf. Il préférerait que le domaine reste tel quel, incertain et préoccupé, le plus longtemps possible. Il la regarda pendant un long moment silencieux. « Depuis combien de temps savez-vous tout cela ?» dit-il. « La possibilité, dit-elle, depuis 3 ans. Le dessin, dit-elle, depuis 6 semaines. La forme de ce qu'il veut, dit-elle, depuis environ 3 jours. Il dit, et que veut-il? Il y a 3 jours précisément, dit-elle. Je crois qu'il était dans le couloir et la nuit, le soir après le dîner. Son visage se figea d'une manière différente. Je crois, dit-elle, qu'un homme dans la position de Hartwell trouverait très utile de savoir si la pupille a un statut particulier dans la maisonnée. Et je crois qu'il ne l'a pas encore déterminé, dit Emmerich avec une précision à laquelle elle ne s'attendait pas tout à fait. Et en a-t-elle un? Elle regarda son registre sur son bureau. Elle dit, nous avons jusqu'au 23. Il dit, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle le savait. Elle savait que ce n'était pas ce qu'il avait demandé. Elle sentit le poids précis de ce qu'il avait demandé, et elle sentit la chose qu'elle classait depuis assez longtemps pressée contre son classement. Et elle dit, de sa voix la plus égale, il manque 4200 livres à ce domaine, et un homme qui les a volés gère toujours vos comptes, et nous sommes le 15 septembre. Mettons l'autre question de côté, jusqu'à ce que les comptes soient réglés. Le silence avait une forme. Elle dit, j'ai besoin des registres de livraison, et j'ai besoin que vous ne disiez rien à Hartwell pour l'instant, et j'ai besoin que vous invitiez le magistrat du comté et votre avocat à dîner avant le 23 sans expliquer pourquoi. Pouvez-vous faire ces choses? Il dit, oui. Elle ramassa son registre. Elle dit, bien, et quitta la bibliothèque avant que la conversation ne puisse continuer, dans une direction pour laquelle elle n'était pas prête. Elle ne pensa pas à son visage quand il posa la question. Elle pensa au registre de livraison. Elle pensa surtout au registre de livraison. Hartwell avait un système. C'était le système d'un homme discipliné et prudent qui n'avait jamais vraiment cru qu'on le chercherait. C'était la forme de complaisance la plus dangereuse. Ces dossiers étaient organisés chronologiquement, les reçus dans des pochettes en papier brun, chacune étiquetée avec le nom du contrat et la date d'une écriture de commis ronde et lisible. Elle trouva les reçus de bois dans le 2e meuble. L'après-midi, pendant qu'il était dans le pâturage éloigné pour superviser les réparations de la clôture. Elle avait arrangé les réparations de la clôture avec le contremaître ce matin-là, avait été très précise sur le timing et n'avait ressenti que la plus faible pointe de satisfaction de sa propre précision. Elle ne retira pas les reçus. Elle les lut, et elle compara les chiffres avec ce qu'elle avait dans son registre, et elle nota la différence dans une colonne à elle. Et au moment où elle avait parcouru 4 ans de dossier, elle avait un chiffre secondaire qui se situait à moins de 80 livres de son estimation initiale. 4132 livres. Elle remit les reçus en ordre. Elle retourna à son propre bureau. Elle écrivit une copie propre de la comparaison, dans le format qu'un avocat lirait, avec les numéros de facture, les numéros de reçus de livraison, les taux contractuels, les frais réels et les écarts exprimés à la fois individuellement et cumulativement sur la période. Et elle était si absorbée par l'écriture qu'elle n'entendit pas les pas dans le couloir jusqu'à ce qu'ils soient très proches. Elle ferma le registre. Hartwell dit depuis le seuil de la porte, « Vous travaillez tard, mademoiselle Voss. » Elle dit, « Les comptes ne connaissent pas l'heure. » Il fit quelques pas dans le bureau avec l'aisance tranquille d'un homme faisant une chose très ordinaire. Son visage était agréable. Il était toujours agréable. Elle l'étudiait depuis 3 ans et elle avait appris à lire l'amabilité comme une seconde peau, portée sur quelque chose de plus prudent et de beaucoup plus froid. Et ce soir, peut-être parce qu'elle avait maintenant le chiffre, peut-être parce que la certitude avait une qualité que le sang-froid seul ne pouvait pas entièrement étouffer, elle pouvait voir la froideur très clairement. « Les cousins sont des hommes intéressants, dit-il. Ils le sont, dit-elle. Il dit, ce doit être assez inhabituel pour vous, avec l'avenir du duc si incertain. Il marqua une pause très délibérée entre ces derniers mots. L'avenir et l'incertitude ne concernaient pas le domaine. Elle le regarda. Elle dit, je ne pense pas à l'avenir du duc. Je pense au comte. Il sourit. Il dit, bien sûr que vous y pensez. Il laissa passer un autre temps, mesurant quelque chose. Puis il dit, vous savez, mademoiselle Voss, une femme dans votre position,
et je le dis de la manière la plus aimable possible, avec le plus grand respect pour ce que votre père était pour cette maison. Une femme dans votre position ferait bien de penser à ce qui vient ensuite. Indépendamment de la façon dont la substitution se déroule, dit-elle. Et que suggéreriez-vous? Il dit, j'ai une sœur dans le Yorkshire, une maison respectable, qui cherche une dame de compagnie avec une certaine facilité pour les comptes. Je pourrais lui écrire comme une faveur personnelle. Ah, pensa-t-elle. Voilà. Elle laissa le silence durer 3 secondes, ce qui était assez long pour lui laisser entendre ce qu'elle ne disait pas. Puis elle dit, c'est très aimable à vous, Hartwell. J'y réfléchirai. Il partit. Elle resta assise un instant, les mains très immobiles sur le registre. Puis elle prit sa plume et fit une dernière note au bas de sa copie propre. Offre de placement alternatif. 15 septembre, soir. Le moment et la substance étaient tous deux des données. Elle pensa, il ne connaît pas le registre. Il sait qu'elle est un risque, et il essaie de la déplacer avant qu'elle ne devienne un inconvénient. Il n'est pas encore certain qu'elle ait trouvé quoi que ce soit, et il n'agira pas de manière décisive tant qu'il ne le saura pas. Elle avait peut-être 3 ou 4 jours avant qu'il ne se décide. Le dîner pour le magistrat et l'avocat était prévu pour le 19. Emmerich l'avait organisé avec une efficacité calme qu'elle avait notée et respectée, le présentant comme une réunion de vieux amis et de conseillers du domaine. C'était un cadre qui assemblait les pièces sans attirer les soupçons. Elle avait 4 jours. Elle avait son registre, sa comparaison, les reçus de livraison toujours dans les dossiers. Et une dernière chose dont elle avait besoin, c'était le contrat modifié le plus récent, que Hartwell avait produit, et sur lequel elle n'avait pas encore pu mettre la main. Elle le trouva le lendemain matin. Il n'était pas là où les autres contrats étaient conservés. Il était plié à l'intérieur de la couverture arrière du livre des indices des prix du bois sur l'étagère, au-dessus de son bureau. C'était, nota-t-elle cliniquement, une cachette du genre choisi par un homme qui croit que la personne qui cherche suivra les systèmes, pas les instincts. Elle avait été la fille d'un intendant. Elle savait où les choses étaient cachées quand elles étaient cachées à l'examen. Le contrat avait été modifié, mais pas lourdement. Une ligne, d'une écriture qui était presque celle habituelle de Hartwell, avec un poids d'encre légèrement différent qui lui indiqua qu'elle avait été ajoutée après la signature originale. La ligne insérait une disposition pour des ajustements de primes de qualité soumis à la certification de l'intendant. C'était un langage qui n'apparaissait dans aucun autre contrat qu'elle avait lu, et qui donnait à Hartwell l'autorité de certifier ses propres surcharges. La signature en bas était celle du duc. Elle resta très immobile en la regardant. Le poids de ce qu'elle tenait avait une sensation spécifique. C'était la sensation de quelque chose qui pouvait mal tourner dans plusieurs directions. Le duc avait signé cela. Il l'avait signé sans le lire attentivement. Ce qui était compréhensible, car il faisait confiance à son intendant depuis 11 ans. Et parce que le langage était technique et l'altération subtile. Et parce qu'un homme en deuil n'est pas toujours attentif avec toutes ses capacités au contrat de bois. Il l'avait signé. Les mains de Hartwell et la signature du duc. Elle remit le contrat exactement comme elle l'avait trouvé. Elle alla voir Emmerich cet après-midi-là. Elle lui parla du contrat. Elle lui parla de la ligne modifiée et de l'emplacement du document. Elle lui parla de l'offre de Hartwell concernant la maison de sa sœur dans le Yorkshire. Elle lui raconta tout cela de la voix égale et délibérée qu'elle utilisait pour les informations difficiles. La voix que son père lui avait enseignée comme étant la seule voix pour les nouvelles dures. Pas plus d'emphase que les faits ne l'exigeaient. Il écouta sans l'interrompre. Il avait la qualité, dans ces moments-là, de devenir très concentré et très immobile, si bien que la pièce semblait s'organiser autour de l'endroit où il se tenait. Quand elle eut fini, il dit « Il a ma signature sur sa fraude. » « Oui, dit-elle. Il dit « Et le 19, quand le magistrat et l'avocat seront là. » Elle dit « J'aurai besoin du contrat original sur la table et des reçus de livraison. Et j'aurai besoin que vous demandiez à Hartwell de se joindre à nous à un moment donné en milieu de soirée pour répondre à une question sur les coûts du bois d'automne. S'il vient volontiers, tant mieux. S'il hésite, il dit, il n'hésitera pas. Il pensera que c'est une routine et qu'il a géré le risque. Elle dit, oui, je le crois. Emmerich la regarda pendant un long moment silencieux. Il dit, vous planifiez cela depuis le 15. Depuis le 16, dit-elle. J'avais besoin de la nuit pour élaborer la séquence. Il dit, de quoi avez-vous besoin de moi? Elle dit,
Votre signature sur un mémorandum daté d'aujourd'hui, déclarant que vous n'avez pas autorisé d'ajustement de primes de qualité dans les contrats de bois, et que la disposition n'était pas présente dans le contrat lorsque vous l'avez signé. Votre propre témoignage sur votre propre document. Et puis elle marqua une pause, car ce qui suivait était la partie dont elle était le moins certaine. Le 19, lorsque le contrat sera produit. Vous ne dites rien. Laissez-moi le présenter. Le fait sera différent venant de la femme au registre. Il dit, parce que je suis connu pour vous faire confiance. Elle dit, parce que tout le monde dans cette pièce s'attendra à ce que vous le présentiez, et s'attendra à ce que je sois à vos côtés pour prendre des notes. Et la surprise de le voir venir de moi leur donnera moins de temps pour construire une réponse. Il dit, c'est votre preuve. Elle dit, c'est votre domaine qui a été volé. Il dit doucement, il y a une différence entre les deux choses. Elle dit, il y a toujours une différence entre les deux choses. Je le sais, mais le 19, devant votre magistrat, votre avocat et vos cousins prussiens, une pupille qui expose la fraude de son propre employeur devant des témoins est une pupille qui a pris un risque considérable et qui le fait publiquement et de manière permanente. C'est une position de repli si ça tourne mal. Je préférerais que ça ne tourne pas mal. Elle le regarda. Ça se passera mieux si ça vient de moi. Il était silencieux. Elle dit, et je suis très bonne en arithmétique. Le coin de sa bouche fit ce qu'il faisait, et cette fois, il ne le réprima pas. Ce n'était pas tout à fait un rire, mais c'était le territoire adjacent à un rire. Et cela dura environ 2 secondes. Et elle le remarqua, et délibérément ne s'autorisa pas à tenir compte de ce que cela signifiait. Il dit, « Oui, j'ai observé cela. » Elle dit, « Je vous apporterai le mémorandum le matin. » Elle retourna à son bureau et pendant un petit moment, elle resta assise à ne rien faire de particulier, ce qui était inhabituel pour elle. Et elle examina le sentiment qui était responsable de ce rien faire. Et elle décida que c'était le sentiment d'une femme qui s'est remis le détonateur à elle-même et qui attend maintenant que la date arrive. Et que c'était une chose raisonnable à ressentir et qu'elle le mettrait de côté et dormirait. Elle dormit passablement. Le 19 arriva à la manière des événements qui ont été redoutés et préparés simultanément, rapidement et avec la qualité de la chose que vous avez imaginée tant de fois qu'elle arrive déjà à moitié familière. Le magistrat était Sir Geoffrey Pell, un homme sec au visage carré de 60 ans, qui avait connu le défunt duc et considérait son remplaçant avec l'approbation prudente d'un homme qui a trouvé le nouveau modèle adéquat, sinon inspiré. L'avocat était M. Tenon, plus jeune, plus précis, avec le vide professionnel d'un homme payé pour croire tout ce qui peut être documenté. Les cousins étaient présents en tant qu'invités de la maison, ce qui était un fait qui servait des objectifs que Martha avait soigneusement considérés et trouvés utiles. Hartwell les rejoignit après le 2e service, comme demandé. Il entra avec son sang-froid habituel, cette qualité de fiabilité agréable et réservée qui l'avait bien servi pendant des années. Et il s'installa dans la chaise qui lui était indiquée et dit « Vous aviez une question sur les chiffres d'automne, votre grâce. » Emmerich dit « En effet. » Il regarda la table. « Mademoiselle Voss va vous expliquer. » Il y eut un silence particulier. Elle s'était placée au bout de la table le plus proche de la lampe, avec le registre fermé et les documents en une pile qui ressemblait à de la paperasse de routine. Les yeux de Hartwell se tournèrent vers elle avec une acuité contrôlée qui contenait, pensa-t-elle, le début d'un recalibrage. Elle dit « Les contrats de bois d'automne montrent une charge de prime de qualité de 300 livres au-dessus du taux contractuel. » Elle fit glisser la facture vers Sir Geoffrey et M. Tennant. « J'ai examiné les comptes du domaine et j'ai trouvé une tendance dans les frais de bois au cours des 3 dernières années que je souhaite expliquer. » Elle ouvrit le registre à la page pertinente. Ceci est un résumé des écarts entre les taux contractuels et les frais réels. Le total sur la période est de 4 132 livres. La pièce était très silencieuse. Elle dit « Les reçus de livraison dans les dossiers du domaine enregistrent des quantités et des qualités conformes aux taux contractuels, pas aux frais de prime. J'ai listé les numéros de reçus en face de chaque écart. » Elle tourna le registre pour que Sir Geoffrey puisse le lire. Les factures sont dans les comptes du domaine. Les reçus sont dans le classeur de M. Hartwell. Ils peuvent être comparés directement. Elle dit « Il y a aussi un contrat. » Elle le prit dessous le registre et le posa sur la table où la lumière de la lampe tombait clairement dessus. Elle dit « Ceci est le contrat de bois actuel portant la signature du duc. Il y a une disposition sur la 3e ligne du 2e paragraphe ici.
pour des ajustements de primes de qualité soumis à la certification de l'intendant. Cette disposition n'était pas dans le contrat lorsqu'il a été signé. Le duc a fourni un mémorandum daté du 16 septembre, déclarant que la disposition n'était pas présente au moment de la signature et qu'il ne l'a pas autorisée. Elle posa le mémorandum à côté du contrat. Elle dit « Le poids de l'encre sur la ligne insérée est différent du texte environnant. Monsieur Tennant, j'imagine que vous souhaiterez l'examiner. » Monsieur Tennant se penchait déjà en avant. Hartwell dit avec un sang-froid qu'elle devait admirer de manière abstraite. « C'est une accusation très grave. »« Elle l'est, » dit-elle. Elle avait posé ses mains à plat sur la table devant elle, très calme, et elle les y garda. « Elle est documentée. » Hartwell dit. « La disposition sur la prime de qualité a été discutée avec le duc et convenue verbalement avant la signature du contrat. La ligne reflète un accord verbal. Elle s'attendait à cela. Elle dit « Le mémorandum du duc aborde ce point spécifiquement. » Elle fit un signe de tête vers le mémorandum devant Sir Geoffrey. « Mais j'aimerais poser une question à M. Hartwell, si Sir Geoffrey le permet. » Sir Geoffrey hocha la tête. Elle dit « Les reçus de livraison dans vos dossiers. » Elle garda les yeux sur le visage de Hartwell. « Les reçus pour la livraison de l'automne 2021, sont-ce les originaux ou des copies ?» Quelque chose se passa sur le visage de Hartwell. C'était petit. C'était le vacillement d'une chose, rapidement réprimée. Le mouvement d'un homme dont le calcul vient de rencontrer un terme qu'il n'avait pas inclus. Ses mains, qui reposaient sur les accoudoirs de la chaise, devinrent très brièvement, très légèrement trop immobiles. Il dit « Les originaux, naturellement. » Elle dit « Alors ils montreront la marque de l'agent de livraison au verso, que les copies ne portent pas. » Elle regarda Sir Geoffrey. « Je serais reconnaissante si les reçus pouvaient être apportés du bureau de M. Hartwell et examinés ici, dans cette pièce, sous la lampe. » Le valet de pied fut envoyé. La pièce attendit. Le visage de Hartwell était magnifique dans sa maîtrise de lui-même, une performance de dignité offensée qui était entièrement professionnelle. Elle regarda ses mains. La gauche, reposant sur l'accoudoir, bougea 2 fois dans une compression et une libération lente et involontaire. Un homme pressant quelque chose avec sa paume. Et elle pensa, il a les copies. Il a mis les copies dans les dossiers et il a les originaux ailleurs où il les a détruits. Et il ne sait pas de quelle marque je parle, et ce non-savoir est le point de bascule. Le valet de pied revint avec les reçus. Elle les prit et les tint sous la lampe. Elle retourna le premier. Elle le posa sans expression et retourna le second. Elle en examina 5 avec la même attention tranquille. Elle dit, « Ces reçus n'ont pas la marque de l'agent de livraison. » Hartwell dit fermement, « Tous les agents n'utilisent pas cette pratique. » Elle dit, « Les reçus des 3 années précédentes l'ont. » Elle les avait apportés. Elle les posa à côté des reçus actuels, original contre remplacement, côte à côte sous la lampe. Et la différence était visible dans le papier lui-même. Le poids, le blanc légèrement plus brillant de documents qui n'avaient pas passé 3 ans dans un meuble. Elle dit, « Ce ne sont pas les originaux. » Le silence était d'un caractère différent maintenant. Friedrich, qui n'avait rien dit depuis l'apparition des documents, fit un petit bruit. Ruprecht regardait Hartwell avec l'expression d'un homme recalculant rapidement une position. Sir Geoffrey avait les 2 mains à plat sur le mémorandum, le lisant pour la 2e fois. Hartwell dit, « Je ne sais pas ce que vous pensez avoir trouvé, mais... » Monsieur Tennant dit doucement, mais absolument. « Je regarde une modification de contrat que je peux vérifier de manière forensique en 3 jours. » Il posa le contrat. « L'écriture et l'encre nécessitent toutes 2 un examen. Mais je fais ce travail depuis 22 ans, et je peux vous dire ce que mon examen trouvera. » La pièce attendit. Le sang-froid de Hartwell ne se brisa pas. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se brise. Il avait passé 11 ans à le construire, et il n'était pas un homme qui le laisserait tomber en compagnie. Mais le calcul derrière ses yeux se faisait sur de nouveaux termes, et elle pouvait le voir se faire. Et elle vit le moment exact où il arriva à la conclusion à laquelle elle était arrivée 3 jours avant lui. Il dit à Emmerich, « Pas à elle. Il ne lui accorderait pas la reconnaissance de s'adresser à elle. Cela nécessitera mon avocat. » Emmerich dit, « Oui, en effet. » Et puis, parce qu'elle n'avait pas anticipé cette partie, parce qu'elle avait planifié chaque étape, mais pas l'étape qui découlait du caractère fondamental d'Emmerich Ashford, qui était qu'il était un homme qui faisait la chose qu'elle aurait eu besoin de plus de temps pour se résoudre à faire. Emmerich dit, Hartwell,
Combien de cela servait à payer la dette? Le visage de Hartwell bougea. Une petite chose involontaire et vraie, très rapidement là et partie. Elle avait étudié son visage pendant 3 ans, et elle n'avait jamais vu une chose vraie dessus jusqu'à ce moment. Sa mère, se souvint-elle, était morte l'année avant que la tendance dans les comptes ne commence. Il y avait eu une propriété, une difficulté avec la propriété. Le silence qu'il garda était une sorte de réponse. Ses mains sur les accoudoirs de la chaise s'ouvrirent. Emmerich dit « Je vous aurais aidé si vous aviez demandé ». C'est à ce moment-là que Hartwell regarda la table. Il la regarda avec l'expression d'un homme qui vient d'entendre en une phrase le coup précis de toutes les alternatives qu'il n'a pas prises. Et l'expression était authentique. Et c'était terrible. Et elle sentit la chose dure dans sa poitrine, qui avait maintenu ce plan en marche pendant 6 semaines se déplacer latéralement vers quelque chose de différent. Pas le pardon, pas l'exonération, quelque chose qui était simplement, et sans complication, la reconnaissance de ce que les choix d'un homme lui avaient fait. Emmerich dit, après un moment, « Vous démissionnerez. Ce soir, je vous donnerai une référence pour votre compétence sans explication des circonstances de votre départ. Vous rembourserez le montant. J'arrangerai des conditions avec Tennant qui sont possibles. Vous ne reviendrez pas dans ce comté. » Sir Geoffrey dit, « Emmerich, la loi... » Emmerich dit, « La loi peut suivre son cours avec les hommes qui n'ont pas l'option que j'offre. Hartwell a l'option que j'offre. » Il regarda Hartwell, « N'est-ce pas? » Hartwell dit, « Oui, votre grâce. » Il quitta la pièce tranquillement, sans drame, et la porte se referma derrière lui avec une douceur qui semblait délibérée. Le son d'un homme posant quelque chose doucement, parce qu'il n'était plus certain de sa force. Dans la pièce qui restait, Sir Geoffrey, Tennant, les cousins et le duc restèrent assis un moment, dans le silence spécifique d'une scène qui s'est terminée et n'a pas encore pleinement compris sa propre fin. Puis Frederick dit en allemand, très doucement à Ruprecht, « Elle a tout trouvé. » Ruprecht ne dit rien. Il regardait la lampe. Elle rassembla ses documents. Elle ne le fit pas rapidement. Elle prit le temps dont elle avait besoin, coin par coin, arrangeant chaque papier, exactement comme elle l'avait préparé. Et puis elle ferma le registre. Elle dit à la table en général, « Je laisserai ceci à Monsieur Tennant. » Elle posa la pile à côté de lui. Il hocha la tête avec l'expression d'un homme qui n'oubliera pas facilement cette soirée. Elle quitta la pièce. Elle était dans le couloir, avant d'entendre à nouveau la porte. Elle ne s'arrêta pas de marcher. Mademoiselle Voss, elle s'arrêta. Il vint à côté d'elle. Il ne se mit pas devant elle, ni ne lui barra le chemin. Il vint se tenir à côté d'elle, ce qui était une distinction qu'elle remarqua. La lampe sur le mur projetait son ombre longue et silencieuse sur le sol. Il dit, « Dans la bibliothèque, il y a 4 jours, je vous ai posé une question. » Elle dit, « En effet. » Il dit, « Vous m'avez dit de la mettre de côté jusqu'à ce que les comptes soient réglés. » Elle dit, « Les comptes sont réglés. » Il y eut un silence qui contenait beaucoup de choses. Le couloir était frais, et la lampe vacilla une fois. Et quelque part au-dessus d'eux, une horloge commençait le doux préambule de l'heure. Il dit, « J'aurais dû le voir. 3 ans, j'aurais dû surveiller mes propres livres. » Elle dit, « Vous aviez d'autres choses à surveiller. » Il dit, « Vous les avez surveillés pour moi. Vous les avez tenus dans un registre séparé et vous n'avez rien dit. Et vous avez attendu. Et vous avez construit un dossier qui tiendrait devant des témoins. » Elle dit, « Quelqu'un devait le faire. » Il dit doucement, « Martha. » Elle tourna la tête pour le regarder. Il n'avait jamais utilisé son prénom auparavant. Pas une seule fois depuis la mort de son père, et qu'elle était devenue un élément de la maison plutôt que la fille de l'intendant. Pas en négociation. Pas lors des soirées tardives sur la correspondance du domaine. Pas même dans le couloir à 9h37, le 19 septembre. Il l'utilisa maintenant avec le soin d'un homme qui a réfléchi pendant un temps considérable à savoir s'il en avait le droit, et qui a finalement déterminé que oui. Il dit, « J'essaie de trouver comment faire cela correctement depuis quelques mois. Je constate que je ne peux le faire que simplement. » Elle attendit. Il dit, « Je veux vous épouser. Je le veux depuis plus longtemps que je ne vais nous embarrasser tous les deux en l'admettant. Je vous le demande maintenant spécifiquement, parce que vous venez de passer 4 jours à déjouer mon intendant malhonnête devant le magistrat du comté. Et je trouve que lorsque je pense au reste de ma vie, j'aimerais beaucoup vous regarder faire des choses comme ça. » Il marqua une pause. « Et parce que je suis raisonnablement certain d'être amoureux de vous. » Il marqua une autre pause. « Mais je veux que vous compreniez que rien de tout cela n'est la raison. » Elle dit, « Alors quelle est la raison ?»
Il dit, parce que vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. C'est la seule raison que j'accepterai. Elle se tenait debout, les mains le long du corps, le registre dans l'une d'elles. Et l'horloge au-dessus d'eux, finissant de sonner l'heure, le dernier carillon, mourant dans l'obscurité du couloir. Elle pensa à 4 années à tenir une deuxième comptabilité. Elle pensa à rester petite et à être un meuble, et à la voix de son père sur des textes agricoles allemands les soirs d'hiver. Elle pensa à la question qu'elle classait depuis longtemps et au sentiment qu'elle produisait. Et elle sortit le classement et le regarda avec la même précision qu'elle apportait à tout. Elle dit, « Je suis amoureuse de vous, depuis l'automne où vous êtes revenu de Londres, avec les systèmes de drainage des comtés du Nord, de Ludwig Bremer, et que vous l'aviez clairement lu. Et quand j'ai fait un commentaire à ce sujet, vous avez dit, c'est plutôt mieux que ce à quoi on s'attend, ce que seul quelqu'un qui l'a vraiment lu pourrait dire. » Il le fixa. Elle dit, « C'était il y a 2 ans. » Il dit, après un moment, « Je l'ai trouvé dans la bibliothèque de votre père. » Je pensais, il s'arrêta. Son visage faisait quelque chose qu'il ne faisait presque jamais. « Je pensais que vous aimeriez en discuter, » dit-il. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui n'était pas du sang-froid, mais qui ressemblait beaucoup à la chose qui vient après que le sang-froid soit tombé. Et elle pensa, « Voilà, c'est la chose en dessous. » Elle dit, « J'aimerais toujours en discuter. » Il dit, « Alors oui. » Il le dit de la même manière qu'elle avait dit non dans le couloir devant la cuisine. Calme, certain et sans ornement. Et puis il lui offrit sa main, de la manière dont un homme offre une main pour stabiliser quelqu'un sur un terrain difficile, pas pour l'emmener là où elle n'a pas choisi d'aller. Elle l'a pris, et sa poigne était celle qu'elle avait associée à ses mains et qu'elle ne s'était pas autorisée à penser. Et elle se tint dans le couloir à 9 heures, le 19 septembre, et sentit le classement se défaire entièrement. Ruprecht envoya une lettre de Hambourg 6 semaines plus tard, adressée à la duchesse d'Ashford. Un titre auquel elle ne s'était pas encore tout à fait habituée, avec des félicitations formelles qui étaient l'œuvre d'un homme qui avait révisé ses conclusions et faisait connaître cette révision par écrit, car il était au fond un homme prudent. Elle la lut au petit déjeuner. Elle la posa. Elle dit à Emmerich, « Il a correctement orthographié mon nom. » Emmerich dit sans lever les yeux de sa propre correspondance. « J'imagine qu'il a été très prudent à ce sujet. » Elle dit, « J'imagine que oui. » Elle lui versa son thé, parce que c'était une habitude, et les habitudes prenaient du temps à s'ajuster. Et il prit la tasse d'elle avec une légère inclination de la tête. C'était à cela que ressemblait un merci chez lui. Et la lumière du matin entra par la fenêtre et se posa sur la table du petit déjeuner en une longue bande dorée de début d'automne. Et elle pensa, « Voilà, le compte est enfin équilibré. » Le mariage avait été petit, selon toutes les mesures qui comptaient dans le comté, qui s'attendaient à bien plus de spectacles. Il avait eu lieu dans la chapelle de la maison la dernière semaine d'octobre, avec les arbres abandonnant leurs feuilles en lente spirale de bronze à l'extérieur de la fenêtre. Et la lumière faisant ce que la lumière d'octobre faisait, devenant latérale, chaude et légèrement élégiaque. Et les invités étaient au nombre de 11, parce qu'elle en avait eu la planification, et 11 était le nombre de personnes qu'elle souhaitait réellement voir présentes. Madame Aldridge, qui était la cuisinière depuis 22 ans, et qui avait des opinions sur tout avec une ténacité qui suggérait que les opinions y étaient calcifiées depuis sa jeunesse, avait commencé à pleurer à la première phrase de la cérémonie, et n'avait pas arrêté jusqu'au déjeuner, qu'elle avait préparé elle-même, et qui était exceptionnel. « Je ne suis pas sentimentale », avait-elle dit à Martha 4 jours avant le mariage, tout en taillant du beurre en rosette précise. « Je trouve simplement le gaspillage affligeant, et le temps perdu est le pire de tous. » Puis, elle s'était redressée et avait dit, « Votre père l'aurait aimé. » Martha avait dit, « Oui. » Madame Aldridge était retournée au beurre. Elle n'avait rien dit de plus, et toutes deux avaient trouvé cela suffisant. Hartwell était parti à Exeter, où vivait sa sœur, et M. Tennant avait arrangé le calendrier de remboursement avec une minutie qui ne laissait rien d'ambigu et ne nécessitait aucune visite future. La référence qu'Emmerich avait donnée décrivait un homme d'une capacité organisationnelle considérable qui était parti pour des raisons privées. Et chaque mot était vrai, et c'était la forme précise de la miséricorde qui avait été accordée au détriment de la loi. Et Martha l'avait relu une fois, à la demande d'Emmerich, n'avait rien changé, et avait noté que c'était la 2e miséricorde qu'elle le voyait accorder à ses dépens, et avait ajouté cela au registre qu'elle tenait sur lui, qui n'était pas un document qu'elle s'était jamais attendue à tenir. Friedrich et Ruprecht avaient été présents pour l'annonce, qui avait eu lieu 2 jours après le 19.
Friedrich avait réussi à montrer quelque chose comme une chaleur sincère. Ruprecht avait été plus étudié à ce sujet, mais elle l'avait surpris pendant le dîner d'annonce, la regardant avec l'expression d'un homme révisant une catégorie. Et quand elle avait croisé son regard, il avait détourné les yeux le premier, ce qui était la seule excuse disponible pour un homme de son type, et elle l'avait prise comme telle. Les éléments rachetables de la revendication des cousins avaient été traités par l'avocat. Il y avait des intérêts légitimes, et ils furent honorés. Et la question de la substitution se résolut en quelque chose de moins alarmant une fois que les comptes du domaine furent assainis et que l'attention d'Emmerich fut moins divisée qu'elle ne l'avait été pendant 3 ans. Friedrich écrivait une fois par an maintenant, avec des nouvelles de sa famille et un commentaire continu sur un projet de drainage des terres qu'il avait entrepris dans le Schleswig. C'était devenu, elle le soupçonnait, une sorte de rapport continu pour elle, puisque les lettres étaient adressées à la duchesse et concernaient des sujets sur lesquels on l'avait autrefois entendu avoir des opinions. Sir Geoffrey Pell avait dit à la conclusion des débats du 19 qu'il était le magistrat du comté depuis 24 ans et n'avait jamais auparavant eu une affaire présentée à partir d'un registre de maison par une femme qui semblait avoir déjà mené la comparaison forensique avant que quiconque ne sache qu'il y avait une affaire. Il l'avait dit avec une sécheresse qui aurait pu être de la désapprobation et qui était en fait, avait-elle conclu, une admiration professionnelle du genre qui devait éviter de le dire directement pour rester à l'aise. Elle avait dit « J'ai eu un assez bon professeur » et avait voulu dire son père, et Sir Geoffrey avait compris qu'elle voulait dire son père, et elle avait laissé le reste flotter dans la pièce sans le nommer. Et puis ce fut juin. Le verger était dans le verre lourd du plein été. Le potager était en ébullition avec tout ce que Madame Aldridge avait planté en mars, avec l'autorité absolue d'une femme qui sait ce qu'elle fait et n'a pas besoin de consultation. Et Martha se tenait à la fenêtre de la bibliothèque. Sa bibliothèque maintenant, ce qui la surprenait encore parfois. Avec une lettre à la main et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée entrant par la vitre. Emmerich était derrière elle au bureau, écrivant quelque chose. Une grive travaillait une section de la pelouse supérieure avec une persistance obstinée. Elle la regarda. Elle dit sans se retourner, « Il y a une lettre de l'école de York. » Il dit sans lever les yeux. « Et ?» Elle dit, « Le nom de mon père est sur la dotation. Ils l'ont confirmé. » Elle regarda de nouveau la lettre. « Il y a une bourse en son nom, pour l'enseignement des comptes agricoles et de l'allemand. » La plume s'arrêta. Elle entendit sa petite cessation dans la pièce silencieuse. Elle dit, « C'est vous qui avez fait ça. » Il dit, « Quelqu'un devait le faire. » Elle traversa la pièce. Elle posa la lettre sur le bureau devant lui et mit sa main sur la sienne sur la plume. Et elle dit en allemand, parce que c'était sa première langue plus vraiment que toute autre, parce que c'était le cadeau de son père pour elle, parce que certaines choses voulaient être dites dans la langue où elles avaient d'abord été ressenties. C'était la chose que je ne pouvais pas rembourser. Il retourna sa main et tint la sienne. Il dit en allemand, « Vous vous êtes trompé dans vos comptes. » La grive à l'extérieur s'élança de la pelouse et passa par-dessus le mur du verger. Et le matin s'ouvrit sur toute son abondance verte et non comptée. Et elle se tenait dans la bibliothèque où son père lui avait appris à lire des textes étrangers pour la vérité qu'ils contenaient. Et elle regarda l'homme qui avait mis son nom sur un bâtiment et pensa, « Il n'y a aucune version du registre dans laquelle cela s'équilibre. » Et elle en était heureuse. Si cette histoire vous a réchauffé le cœur, si vous avez déjà été celle qui tenait une deuxième comptabilité, qui est restée petite et stable et a fait confiance à la vérité pour qu'elle suffise, alors vous savez ce que Martha a porté pendant ces jours de septembre, et ce que cela a coûté, et ce que cela a fini par coûter moins. Revenez près du feu dès que vous en aurez besoin. Il y a toujours une chaise gardée ici, et la bouilloire n'a jamais été loin de la chaleur. Dites-moi dans les commentaires quel a été le moment décisif pour vous. Le moment dans cette salle à manger, ou dans le couloir à 9 heures, ou quelque chose de complètement différent. J'adorerais savoir quelle phrase vous a marqué. Si vous voulez garder votre place près de ce feu, abonnez-vous pour la réserver. D'ici la prochaine fois, dormez bien et soyez honnêtes dans vos comptes, surtout ceux que vous tenez pour les autres.